Je partage entièrement ton mépris pour le parasitisme européen. C'est pathétique. Voilà comment Pete Hegseth a qualifié l'Europe dans un message désormais divulgué adressé à l'équipe rapprochée de Donald Trump. Et il n'est pas seul. Le vice-président J.D. Vance, qui n'a jamais été vraiment un grand admirateur de l'Europe, a renchéri. Je déteste l'idée de devoir encore une fois sauver l'Europe. Et leur patron, voici ce qu'a dit président Trump lui-même. Yeah, I think they've been freeloading. The European Union's been absolutely terrible to us on trade. Terrible. Mais soyons clairs, ce n'est pas qu'une affaire des républicains. Même le président Obama a déjà reproché l'Europe de ne pas assumer sa part dans les dépenses militaires. Alors, ont-ils raison ? L'Europe profite-t-elle vraiment de la puissance américaine sans contrepartie ? La réponse est claire et courte. Oui. Mais attention, cela vient avec une énorme nuance. C'est voulu. Non pas par l'Europe, mais par les États-Unis. Mais avant de décortiquer cette affirmation un peu controversée, regardons d'abord les chiffres. Les États-Unis sont un véritable monstre militaire. En 2024, les États-Unis à eux seuls ont couvert près de la moitié du budget total de défense de l'OTAN, soit environ 968 milliards de dollars. Et je le répète, un seul pays, les États-Unis, paye plus que tous les autres membres de l'OTAN réunis. Et même si la plupart des membres européens de l'Alliance ont augmenté leurs dépenses après l'invasion de l'Ukraine, l'écart reste énorme. En 2021, avant la guerre en Ukraine, cet écart était encore plus marqué et les États-Unis représentaient à eux seuls environ 70% des dépenses de l'OTAN. À ce moment-là, la plupart des pays européens n'atteignaient même pas l'objectif des 2% du PIB fixé par l'OTAN. Et parlons aussi des troupes sur le terrain. Environ 100 000 soldats américains sont stationnés à travers l'Europe, principalement en Allemagne, mais aussi en Italie, au Royaume-Uni, en Pologne et en Espagne. Et ce n'est pas juste pour faire joli. En cas de crise, ce sont eux qui seraient en première ligne. Ils seraient épaulés par 200 000 soldats supplémentaires prêts à intervenir en un rien de temps, dont de nombreuses divisions blindées conçues spécialement pour l'Europe de l'Est. Ah, et n'oublions pas les armes nucléaires. Les experts estiment que les États-Unis stockent environ 100 bombes nucléaires tactiques en Europe, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, dans 2 bases en Italie et en Turquie. Donc, oui, si on regarde uniquement les chiffres, on pourrait vraiment croire que l'Europe profite du système pendant que les États-Unis font tout le travail. Et c'est facile de dépeindre l'Europe comme paresseuse ou radine. Mais voici notre point de vue. Ce système n'est pas simplement toléré par les États-Unis, il a été conçu par eux. Si l'Europe disposait d'une armée totalement autonome, elle pourrait agir de manière indépendante. Cela veut dire agir sans l'approbation de Washington. Et ça, les États-Unis n'ont jamais vraiment été fans par le passé. Jetons un petit coup d'œil à l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ne se sont pas contentés de reconstruire les économies européennes, ils ont aussi verrouillé leur rôle de protecteur militaire du continent. Et chaque fois que l'Europe a tenté de montrer ses muscles de manière autonome, Washington n'a pas laissé faire. Un exemple emblématique, la crise de Suez en 1956. Quand l'Égypte nationalise le canal, le Royaume-Uni, la France et l'Israël lancent une invasion. Mais au lieu de soutenir ses alliés, Washington s'allie à l'Union soviétique pour les forcer à se retirer. Le résultat, un Royaume-Uni humilié et un message limpide. On n'agit pas sans l'oncle Sam. Et puis, il y a la France. Sous la présidence de Charles de Gaulle, Paris cherche à se libérer de l'influence américaine. Et en 1966, la France se retire du commandement militaire intégré de l'OTAN et expulse les bases et les troupes américaines de son territoire. Cela a duré un temps. Mais en 2009, la France revient dans le giron. Aujourd'hui, c'est la seule grande puissance d'Europe de l'Ouest sans base américaine permanente, mais elle reste étroitement intégrée aux structures de l'OTAN dirigées par les États-Unis. Après la guerre froide, l'Union européenne ne se limite plus au commerce. Elle commence à parler défense. En 1998, au sommet de Saint-Malo, le Royaume-Uni et la France tombent d'accord. L'Europe doit se doter des capacités militaires indépendantes des États-Unis. Et Washington n'est pas très content. La secrétaire d'État américaine Madeleine Albright énonce alors les fameuses 3D. Pas de duplication de l'OTAN, pas de discrimination envers les membres de l'OTAN non européens, et surtout, pas de découplage avec les États-Unis. Mais l'Europe persiste. En 1999, l'UE lance la politique européenne de sécurité et de défense, PESD, avec un objectif ambitieux. Créer une force de déploiement rapide de 60 000 soldats, capable d'intervenir en 60 jours et de tenir sur le terrain pendant 1 an. La réaction américaine est immédiate et virulente. Dès l'an 2000, le secrétaire de la Défense William Cohan avertit qu'il n'y aura aucun caucus européen au sein de l'OTAN.
et va jusqu'à déclarer que si l'UE poursuit ses projets, l'OTAN pourrait devenir une relique du passé. Le message est clair. Les Américains ne sont pas simplement sceptiques face à l'autonomie militaire européenne, ils en ont peur. Une Europe forte et indépendante sur le plan militaire réduirait la pertinence de l'OTAN et donc l'influence américaine sur le vieux continent. Et dans un monde où Washington ne fait face à aucun véritable rival, l'émergence d'un contre-pouvoir européen est perçue comme une menace stratégique. Mais, prise en étau entre la pression américaine et ses propres divisions internes, notamment celle des nouveaux membres de l'Europe de l'Est, plus attachés à l'OTAN, l'ambition européenne d'une force de réaction rapide s'éteint peu à peu. Faisons un petit résumé. L'Europe ne peut pas agir seule? Check. L'Europe ne peut pas construire sa propre structure de défense? Check. Et ensuite, pourquoi ne pas s'assurer que les armées européennes ne puissent même pas combattre de manière autonome? Et bienvenue dans la phase suivante, la spécialisation militaire. L'OTAN, dirigée par les États-Unis, a encouragé ses membres, sauf les Américains bien sûr, à spécialiser leurs forces. Autrement dit, au lieu que chaque pays possède une armée complètement autosuffisante, chacun se concentre sur quelques rôles bien précis. Et sur le papier, ça semble logique. Réduction des budgets, gain d'efficacité, interopérabilité entre les alliés. Mais voilà le problème. Quand vous spécialisez vos forces armées, vous perdez la capacité d'agir seul. Vous devenez dépendant des autres pour combattre les lacunes et en fine, vous devenez dépendant des États-Unis. Car ce sont les États-Unis qui fournissent les capacités militaires dites critiques, ces éléments en coulisses qui rendent la guerre moderne possible. Cela comprend notamment les avions ravitailleurs, sans lesquels les chasseurs européennes ont une portée très limitée, le transport stratégique aérien, ces énormes avions C-17 ou C-5 capables de déplacer troupes et blindés d'un bout à l'autre du continent en quelques heures, la reconnaissance satellitaire et le système GPS, essentiellement sous le contrôle militaire américain, et bien d'autres capacités invisibles mais indispensables. Sans ces faciliteurs, même les armées européennes les mieux entraînées deviennent aveugles, lentes et limitées dans leur rayon d'action. Si l'on remonte un peu dans le temps, la spécialisation au sein de l'OTAN prend véritablement forme à partir de 2002, avec le sommet de Prague, qui marque un premier tournant. Puis, les choses s'accélèrent en 2011 avec l'initiative Smart Defense. Et cela nous amène à une troisième leçon. L'Europe s'est éloignée d'un modèle militaire autonome, en partie sous l'influence des Américains. Un résultat bien pratique, surtout quand on veut garder le contrôle. Jusqu'à présent, nous avons surtout vu comment les Américains ont empêché l'Europe de devenir militairement indépendante. Mais alors, pourquoi les présidents américains réclament-ils sans cesse que l'Europe dépense davantage? Obama insistait pour un minimum de 2% du PIB en défense militaire. Trump est allé encore plus loin en suggérant carrément 5%. Est-ce que cela veut dire que les Américains veulent une Europe plus forte? Pas forcément. Voyez-vous, tout cela pourrait bien s'expliquer par le profit. Regardons les chiffres. Ce graphique montre combien certains pays européens membres de l'OTAN ont dépensé en équipement militaire américain au cours des dernières années. En tête, les Pays-Bas. C'est un chiffre impressionnant. 97% de leurs achats proviennent des États-Unis. À l'autre bout du spectre, on est fier de le dire, la France n'achète que 6% de ses équipements aux Américains. La France est un des seuls pays de l'Europe qui a vu à travers la stratégie américaine. En moyenne, les pays européens de l'OTAN achètent 64% de leur matériel militaire aux États-Unis, ce qui représente des milliards d'euros qui affluent directement vers des géants de l'armement américain comme Lockheed Martin, Raytheon ou Boeing. Maintenant, imaginez si chaque pays européen doublait son budget de défense, comme certains sont déjà en train de le faire. Ce ne serait pas seulement un réarmement, ce serait un énorme gain pour l'industrie de défense américaine. Et nous avons déjà vu ce scénario se réaliser. L'UE a récemment proposé 150 milliards d'euros de prêts militaires, mais avec un énorme piège. L'argent devrait aller aux fabricants européens de défense. La réaction des États-Unis? Extrêmement mécontente. Le sénateur Marco Rubio a adressé un avertissement sévère à l'Europe. Ne excluez pas les entreprises américaines de votre marché de la défense. Revenons à notre chronologie. En 2014, le président Obama a commencé à encourager discrètement l'Europe à intensifier ses efforts en matière de défense. Cette pression ne s'est pas arrêtée. Elle s'est même amplifiée, notamment avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et cela nous amène à une quatrième leçon. On pourrait soutenir que les États-Unis ne sont pas vraiment intéressés à aider l'Europe à devenir plus forte, mais qu'ils se concentrent plutôt sur la canalisation de l'argent européen vers leur propre complexe militaro-industriel. Car n'oublions pas,
Acheter du matériel américain, ce n'est pas seulement une question de puissance de feu, c'est aussi une question de dépendance, vis-à-vis des pièces américaines, de la formation, de la logistique et bien sûr de la bienveillance politique de Washington. Alors voici la question à 1 million d'euros. Pourquoi les États-Unis voudraient-elles une Europe faible? Voici ce que j'en pense. Une Europe forte, unifiée et militairement indépendante pourrait un jour devenir une puissance mondiale à part entière. Et Washington ne veut pas de partenaires. Il veut des marionnettes. Considérez, qu'est-ce qui est plus facile à influencer, contrôler et rentabiliser pour les États-Unis? Un bloc européen uni, 27 pays avec une politique étrangère commune, une structure de défense partagée et peut-être même une armée conjointe, ou 27 nations fragmentées, chacune dépensant 5% de leur PIB en armes fabriquées aux États-Unis, mais sans coordination entre elles. Il n'est pas très difficile de deviner la position de l'administration Trump sur ce sujet. Leur rhétorique America First rend cela assez évident. Ils préfèrent une Europe divisée. Et cela explique probablement pourquoi Trump et ses alliés ont ouvertement soutenu les partis nationalistes d'extrême droite à travers le continent, comme l'AfD en Allemagne, Fidesz en Hongrie ou le Rassemblement national de Le Pen en France. Parce que affaiblir l'Union européenne sert les intérêts américains. Une UE fracturée est plus facile à mettre sous pression, plus facile à dominer et beaucoup plus facile à surclasser. Regardez les tensions commerciales actuelles entre les États-Unis et l'UE. C'est bien plus facile de diviser pour mieux régner en affrontant les pays individuellement plutôt qu'en s'attaquant à l'Union européenne dans son ensemble. Mais soyons clairs, cela ne veut pas dire que l'Europe devrait rompre ses liens avec les États-Unis. Pas du tout. L'alliance transatlantique est importante. Mais cette alliance devrait être fondée sur le respect mutuel et l'Europe devrait être un partenaire et non un pion. Alors, l'Europe a-t-elle profité de l'aide des États-Unis? Absolument. Mais je pense que les États-Unis ont voulu que cela se passe ainsi. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je l'apprécie vraiment. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre vidéo ici sur le fonctionnement d'une armée européenne. Nous y abordons la structure de commandement, le recrutement et qui la dirigerait réellement. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine!